Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et aujourd'hui, je vous avais dit que je voulais faire plusieurs vidéos importantes et ça fait partie des vidéos importantes. Simplement, plus que par la thématique, c'est le public qui est important pour moi. Moi, je travaille régulièrement, je ne veux pas dire souvent, mais de temps en temps avec des enfants. Je travaille avec des enfants à partir du moment où ils sont capables de s'exprimer. Ils sont capables de raconter des choses, d'utiliser quand même des mots. Donc généralement, c'est à partir de 5-6 ans. Et à partir de cet âge-là, moi, je peux commencer à travailler avec eux. Et c'est super important et c'est super agréable pour moi de travailler avec eux parce que travailler avec un enfant, c'est éviter de devoir travailler avec un adulte plus tard. Parce que tout ce qu'on peut réparer, enfin pas réparer, c'est un mauvais terme, mais aider l'enfant à faire la paix avec quand il est petit, c'est quelque chose qui ne va pas se développer, c'est quelque chose qui ne va pas créer un réseau à l'intérieur de lui qui va faire que ça va être plus accrochant et il va falloir peut-être plus travailler. Si on peut le libérer tout de suite, eh bien c'est bon. Et c'est super gai de voir parfois à la vitesse à laquelle ça va et à quel point ça peut être gai. Les enfants aiment bien venir parce que moi, comme dans le Faster EFT, ce qui est important, c'est le défractionnement. C'est la rupture de pattern, eh bien, je les chatouille, je fais des blagues, je raconte des bêtises et tout ça. Et donc, du coup, on travaille et eux ne se rendent pas compte qu'on est en train de travailler. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que le monstre, des fois, il y a eu des vols dans les maisons et des trucs du style. Et bien, tout d'un coup, que ça ne les affecte plus. Ou le fait de devoir aller chez papa, chez maman, parce qu'ils sont divorcés ou des choses comme ça, ben, tout ça, tout d'un coup, ça les affecte plus et du coup c'est super gai. Et plusieurs fois dans mes vidéos j'ai parlé qu'il y avait des trucs que je disais à mes enfants, à mon fils, j'en ai qu'un, et dont j'allais vous en parler. Voilà, c'est pas spécialement révolutionnaire, mais c'est peut-être des trucs que vous pouvez utiliser avec vos enfants et ça peut les aider eux à se construire différemment. Dans notre vie et avec nos parents qui ne savaient pas spécialement tout ce qu'on savait nous, ben on nous a abreuvé de certains dictons, certains trucs qu'on dit aux enfants et qui, on se rend compte par la suite, ça crée des dégâts dans la construction et dans le système de croyance des enfants. Et il y a un truc qui est super important, qui est super fréquent chez les enfants, c'est les peurs. Forcément, c'est les peurs, et même moi qui travaille là-dessus, eh bien, mon fils il parvient quand même à avoir des peurs. Hein, et à ce moment-là, c'est à mon tour, c'est à moi à travailler sur ma frustration de ne pas pouvoir le libérer de tout ça. Hein. C'est vraiment un truc que j'ai dû travailler, parce que moi, je travaille pour libérer les gens, et tout d'un coup, de temps en temps, quand il a des peurs, je dis « merde, je fais ci, je fais ça ». Et il faut que je travaille sur moi pour éviter à un moment que lui puisse ressentir une quelconque pression inconsciente donnée par moi. Donc c'est toujours super important de travailler sur soi en amont pour pas filer de la merde. Donc voilà, je rentre dans le vif du sujet. Vous savez, il y a seulement deux peurs qui sont intrinsèques, qui sont à nous, qui sont innées. C'est la peur de la chute, mais la peur de la chute en arrière et la peur des bruits forts. Hein, comme un train qui passe, une moto qui passe très vite ou des choses comme ça. Ça, c'est les deux seules peurs qui sont réelles chez l'humain. Toutes les autres peurs sont des peurs qui sont empruntées ailleurs. Et donc, moi, ce que j'explique souvent avec mon fils, et si vous le faites avec vos enfants, sachez que ce n'est pas quelque chose que vous allez dire une fois et qui va tout changer. C'est de la même manière qu'on dit bonjour à la dame, mets pas tes coudes sur la table, dis merci, etc. C'est pas quelque chose que vous le dites une fois et c'est imprimé. C'est le fait de le répéter pendant tout un moment et tout d'un coup, plus tard, on peut être content de voir que, je sais pas moi, notre enfant fait ci, fait ça. Mais c'est vraiment, et parfois on se dit... moi, j'ai plusieurs fois des parents qui me disent « Oui, moi, j'ai dit pendant des années, je pensais que jamais il allait l'incruster. Et tout d'un coup, plus tard, je me rends compte qu'il le fait. » Et donc, moi, ce que je dis à mon fils, c'est que une peur, c'est un signal. C'est un signal qui lui dit qu'il se prépare à faire quelque chose qu'il n'est pas habitué à faire. Pour vraiment distancier le fait que la peur est due à quelque chose de grave, à quelque chose de dangereux. Parce que 90% du temps, 90% du temps, ce n'est pas le cas. C'est très rare que ce soit le cas même.
Et on va, je sais pas moi, par exemple, il est au-dessus d'un toboggan, il est au-dessus d'un, je sais pas moi, où il doit aller demander ci, demander ça. Et tout d'un coup, il peut avoir des peurs. Et je lui explique, c'est juste que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'es pas habitué à faire. C'est tout. Et la deuxième chose que je lui dis, c'est que derrière la peur, il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose d'agréable, il y a une liberté, il y a un plaisir. Et ça, c'est quelque chose que je lui répète avant et c'est quelque chose que je lui répète après. Quand il est parfois, on va dans un endroit et il y a un grand toboggan et nous, on en a déjà fait des vachement grands et je lui explique, rappelle-toi, tu as déjà fait des grands et quand tu es arrivé en bas, tu étais super content. Et je suis sûr que quand tu vas arriver en bas, tu vas arriver avec un sourire. Et donc, je lui fais répéter. Ce que j'aime bien, c'est que maintenant, je commence la phrase et lui la termine. Et ça, c'est un bon signe parce que ça veut vraiment dire que ça commence à s'imprimer et qu'au bout d'un moment, ça va vraiment s'intégrer. Et donc, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? Et il me dit, et il me le dit en espagnol, parce qu'on parle en espagnol, il me dit, c'est cosas entretenidas, des choses chouettes. Et quand il arrive, par exemple, dans le cas du toboggan, j'ai un souvenir, et il est descendu forcément avec la banane, et là, j'en rajoute une couche. Je dis, tu vois, en dessous, derrière, il y a des choses amusantes. Et comme ça l'incruste, ça l'incruste, ça l'incruste. Et aussi, pendant toute sa petite enfance, ça arrive moins souvent maintenant, mais vraiment quand il était petit, j'ai tout fait, moi, pour ne pas installer des peurs. Et j'ai vraiment un peu, j'ai drillé ma femme un peu pour ça, parce qu'elle vient d'une famille où on a un peu tendance à faire ça. Et donc, quand on vient ici au Pérou, c'est un truc que j'ai vraiment dû un peu insister et un peu je vais vraiment secouer un petit peu pour qu'on ne le fasse pas. Où je disais non, je refuse que vous fassiez ça. Ou par exemple, quand il apprenait à marcher, et par exemple ici il y a un salon et il y a une petite marche, et à un moment, attention, attention, je dis non, je refuse que tu lui dises attention. Si tu as peur de quoi que ce soit, hein, par exemple là c'était marcher le long de la marche, j'aurais peut-être pas dû me mettre ici dans cet endroit. Je vais faire pause et je vous reprends juste à côté. Voilà, je me suis mis dans un autre endroit, j'espère que ce sera un petit peu plus calme ici. Donc, ce que je leur disais quand ils marchaient là-dessus, je dis, si tu as peur de quoi que ce soit, eh bien, toi, tu te mets du côté où il pourrait... Si tu as peur qu'il tombe, tu te mets du côté où il pourrait tomber. Et si jamais il tombe, tu le rattrapes. Et s'il tombe et que tu ne peux pas le rattraper, eh bien, il tombe. Hein, il n'y a pas de morceau de verre, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, donc c'est pas grave. Il doit aussi apprendre à tomber, à se relever et tout ça. Mais je préfère devoir mettre de la crème sur une blessure plutôt qu'avoir un enfant qui va intégrer attention de, fais pas si tu pourrais ci, fais pas si tu pourrais ça, parce qu'il n'y a rien de pire comme l'imitation. Et donc j'ai dû aussi un peu driller ma belle famille là-dessus. L'autre chose que je faisais aussi, c'est si jamais il tombait, et c'est éviter de faire ou d'avoir peur. Au contraire, quand il tombe, il y a deux étapes. Il tombe, c'est t'es tombé et rigoler et lui dire de se relever et tout ça, parce que lui, il va créer sa réaction par rapport à la réaction qu'il va voir à l'extérieur. Et donc, s'il nous voit avoir peur, crier ou quoi, il va se dire merde, c'est grave. Et si c'est grave, il faut que je prenne une position grave. Et donc, il va pleurer, il va ci, il va ça. Et donc, tout d'un coup, il tombait et il se relevait sans problème. Et un jour, il y avait mon neveu mon fils était tombé et il s'est relevé, et il avait un peu de sang, il a continué à jouer, et mon neveu qui dit « il a du sang et il pleure même pas !» C'est juste parce qu'on ne lui a pas appris. Hein, ça ne veut pas dire que s'il se fait vraiment mal, il ne va pas pleurer, mais tout d'un coup, il va pleurer, mais ça ne va pas être longtemps. Et donc ça, c'est bon pour lui, c'est surtout pour lui que je le fais. Et ensuite, la deuxième chose au niveau des chutes, qui parfois m'a attiré des regards un petit peu bizarres, c'est quand il tombe, je ne le relève pas. Je vais vers lui et je lui dis de se relever. Je ne le relève pas. Je lui dis, ok, c'est bon, relève-toi. Et s'il pleure, relève-toi. Et dès qu'il s'est relevé, à ce moment-là, je le prends dans mes bras. Parce que je veux qu'il apprenne qu'il a besoin de personne pour se relever. Là, c'est une chute, mais émotionnellement, si on te relève tout le temps, tu vas aussi avoir la sensation que tu as besoin de quelqu'un pour te relever.
Et donc, quand il tombe, hein, bien sûr, s'il tombe sur des morceaux de verre ou sur des charbons ardents, bien sûr, mais de nouveau, dans l'énorme majorité des cas, les chutes, c'est des petites chutes, c'est des petites chutes. Et des fois, une fois, il est même tombé avec sa trottinette assez vite, elle s'est retournée et tout, et il est tombé. Et j'ai vraiment fait, j'ai dit, ok, ça va, relève-toi, relève-toi. Et alors, il s'est relevé, et dès qu'il s'est relevé, à ce moment-là, je l'ai pris dans mes bras. Parce qu'il sait que je suis à côté de lui. Et quand il se relève, il sait qu'il a une assistance aussi. Mais par contre, je veux vraiment qu'il intègre qu'il a besoin de personne pour se relever, qu'il peut se relever tout seul. Et c'est vraiment super important pour moi qu'il intègre tout ça. Ensuite, au niveau de son système de croyance, il y a des petites choses que je fais, que je saupoudre un peu comme des épices sur un bon repas. Et par exemple, il y a un truc que je lui répète tout le temps, que ce soit quand il se fait un petit yaya, un petit bobo, pardon, yaya c'est en espagnol, c'est quand il se fait une coupure ou quand il est un peu malade ou quand il a un truc. Et je lui dis, oui, mais c'est pas grave parce qu'il y a un truc chez toi, c'est que ton corps, il guérit vite. Et ça, c'est un truc que je lui répète tout le temps. Toi, ton corps, il guérit vite. Et alors, quand la blessure part, et je dis, ah ben oui, tu vois, c'est ce que je te disais, toi, tu as de la chance parce que ton corps, il guérit vite. Et je lui répète tellement de fois qu'au bout d'un moment, il va le croire. Et quand il va le croire, eh bien, il va fonctionner comme ça. Parce que son mental va s'activer de la même manière. Et je vous assure que c'est vachement, vachement, vachement meilleur pour quelqu'un de croire qu'il a un corps qui guérit vite plutôt que de croire que son corps est plus faible que la maladie. Parce que quand je dis son corps guérit vite, je mets en avant la capacité de son corps à s'auto-guérir. Et c'est beaucoup plus utile que la peur de la maladie, que le fait qu'il a besoin de médicaments pour aller mieux, que ci, que ça, que ça, que ça. Et par exemple, il y a des choses beaucoup plus triviales, mais par exemple, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il aimait bien les puzzles. Les puzzles. Et par exemple, et alors, quand il a un truc qu'il aime bien, je lui dis, ouais, mais toi, t'es bon là-dedans. Et plus je lui dis qu'il est bon, plus il le fait, et quand il termine, il dit « Ah, moi, je suis bon là-dedans ». Et tout d'un coup, j'ai un enfant qui, l'année passée déjà, faisait des puzzles de 100-150 pièces. Ici, il va avoir 5 ans, et avant qu'on vienne ici au Pérou, à un moment, il faisait un puzzle de 200 pièces. Parce qu'il pratiquait, parce que aussi, un truc que je lui répète constamment, c'est que c'est en pratiquant qu'il devient bon. Et que donc, s'il rate les premières fois, c'est normal, c'est pas grave. Et que c'est en pratiquant. Et quand par exemple, il fait assez bien de la trottinette, et alors il me dit « Ah, moi je suis bon en trottinette ». Je dis « Oui, et pourquoi est-ce que tu es bon en trottinette ?» Il me dit « Parce que j'ai beaucoup pratiqué ». Et donc, de nouveau, intégrer que c'est en pratiquant qu'il va devenir bon. Donc, que devenir bon, c'est pas quelque chose de spécial. C'est quelque chose que tout le monde peut faire à partir du moment où on pratique. Et donc ça, c'est une rampe, si vous voulez, qui va m'aider, qui va l'aider lui à se rendre compte qu'il peut tout faire à partir du moment où il pratique assez de fois. Et du coup, pratiquer, c'est une étape, c'est l'étape 0, c'est l'étape normale pour faire le truc. Et donc, du coup, le fait de dire « t'es bon en ci, t'es bon en ça », si vous avez des doutes sur le fait que ça marche, eh bien, voyez les dégâts que ça a pu causer sur les gens quand on leur dit ah ouais, mais toi, t'es pas bon en maths. Oui, mais c'est normal parce que toi, t'es pas bon en maths. Si vous savez, le fait, et si vous regardez, vous savez, moi, grâce à mon ami Michel Wozniak, j'ai approché un peu le monde des génies, entre guillemets, et des personnes qui ont la capacité de développer leur mental et leur cerveau par rapport à tout. Et ça n'existe pas. La bosse des maths, ce qu'on appelle la bosse des maths, ça n'existe pas. Tout le monde peut être capable d'être bon en maths, d'être bon en français, d'être bon en langue, d'être bon en dessin. Comme je vous le disais dans la vidéo dernière, moi je pensais que j'étais persuadé que j'étais mauvais en dessin. Eh bien non, je me suis rendu compte que non, si j'ai quelqu'un qui m'apprend, je peux être bon en dessin. Et il y a plein de gens à qui on a dit qu'on avait... Moi, par exemple, quand j'étais en première humanité, donc c'est à 12 ans, à l'école, à un moment, j'ai dit à mon prof de maths, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais je ne comprends vraiment pas. Et il m'a dit, tu comprendras l'année prochaine quand tu auras doublé. Et forcément, ça aide pas à avoir. Et du coup, j'étais nul en maths, même l'année, j'ai doublé, et l'année qui a suivi, j'étais quand même mauvais en maths. Et après, j'ai été dans une autre école, où j'ai terminé en faisant des courses avec le prof de maths pour résoudre des équations du 2e degré.
des systèmes d'équations à deux inconnus au deuxième degré. On faisait des courses pour voir qui arrivait premier et il y avait certaines fois où je le battais. Et donc tout est dans le système de croyances qu'on va installer. Et ensuite, il y a vraiment un gros paquet sur lequel je travaille quand même régulièrement. Je suis désolé, elle est un peu longue cette vidéo, mais je pense que c'est super important et comme ça, vous piochez ce qui vous intéresse. C'est le fait de lui dire que quand il a une émotion ou quoi, je lui dis « tu es plus fort que tes émotions ». Tu es plus fort que tes émotions. Et ça, je vais lui répéter mais pendant des années et au moment où ça va accrocher, ça va énormément l'aider. Et je lui explique que non seulement il est plus fort que ses émotions, mais qu'il a le choix de les suivre ou non. Il a le choix de, quand il est de mauvaise humeur, de rester de mauvaise humeur ou de décider d'être de bonne humeur. Et quand il change comme ça, à un moment, il change d'humeur comme ça, je lui dis, tu vois que tu peux changer d'humeur. Et je lui dis dans le bon et dans le mauvais. Et je veux vraiment qu'ils comprennent la mécanique, que ce soit tellement intégré qu'ils comprennent la mécanique. De la même manière avec l'argent, moi j'ai souffert de problèmes d'argent. Et vous savez, il y a plein, quand on travaille sur les gens qui ont des problèmes d'argent, il y a plein de trucs que les parents disent sans le vouloir. Moi, ce n'était pas le cas de mes parents, c'était plutôt leur manière de gérer l'argent que j'ai un peu copié, hein, étant révolutionnaire de gauche, forcément la relation à l'argent n'est pas super bonne et quand elle n'est pas super bonne, ben forcément quelqu'un avec qui on n'a pas une super relation ne vient pas nous voir fréquemment, donc c'est un peu le truc avec l'argent. Mais il y a des trucs que disent des parents, l'argent ça pousse pas dans les arbres, tu crois que c'est facile d'avoir l'argent, tu crois que je suis Crésus, tu crois... Et tout ça participe au fait d'avoir une mauvaise relation avec l'argent. Et moi, c'est rare que je parle d'argent à la maison, mais parfois je dis, parfois il me dit mais pourquoi tu dois travailler? Je dis je dois travailler comme ça on peut profiter d'aller en vacances, on peut profiter de rester longtemps ici au Pérou et c'est super chouette parce que ça me permet de payer des trucs et tout. Et je termine toujours en lui disant l'argent ça se gagne facilement. L'argent, ça se gagne facilement. Et je lui dis, et alors, il ne me le répète pas encore tout seul, hein, mais je serai content un jour quand je vais dire comment ça se gagne l'argent et qu'il me dise facilement. Parce que de nouveau, je veux que ça fasse partie de son système de croyance. À partir du moment où il a ce système de croyance-là, eh bien, l'argent se gagne facilement. Parce que l'argent, il y en a partout. Et c'est ce que tu crois à partir de là qui va déterminer ta capacité à avoir de l'argent. Par exemple, ce matin, j'ai encore fait quelque chose, j'ai économisé, enfin mis de l'argent de côté pendant toute l'année pour avoir une petite cagnotte quand je viens ici et comme ça tout l'argent que je gagne pendant que je suis ici, comme je travaille moins, ça sert à payer le loyer, les factures et tout ça, mais pour dépenser l'argent ici, on a un petit et c'est de l'argent en espèces. Et donc j'avais un petit paquet de billets et alors je lui montre, t'as vu, il dit waouh, tout cet argent qu'on a, il me dit ouais comme ça on pourra aller, parce qu'il veut aller, je sais pas pourquoi il veut aller à Acapulco, il dit on pourra aller à Acapulco et tout ça, et juste pour qu'il voit qu'il y a de l'argent, parce que juste comme ça, il va se dire, je grandis dans un milieu de l'argent, donc l'argent, c'est facile à gagner. Et le truc, c'est pas, je lui donne pas tout le temps de l'argent ou quoi que ce soit. C'est juste une question qui se familiarise avec le fait qu'il y a de l'argent et que pour lui, l'argent soit quelque chose de normal. Et à partir du moment où c'est quelque chose de normal, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'en gagner. Donc voilà, je suis désolé, cette vidéo était longue, mais je voulais donner tout ça. J'aurais peut-être dû la diviser en deux. Donc voilà les choses que je dis le plus fréquemment à mon enfant. Peut-être que je ferai une autre petite vidéo avec d'autres trucs à côté, mais je pense que c'est assez ce que je vous ai donné maintenant. Et c'est vraiment, de nouveau, c'est la répétition qui va rentrer. Quand vous avez une bonne idée comme ça, ne pensez pas qu'en le disant une fois, votre enfant, quel que soit l'âge qu'il a, il va l'intégrer. Moi, je travaille avec des adultes et il y a des choses que je peux leur répéter 20 fois, ça va peut-être même pas encore rentrer. Donc un enfant, c'est encore pire. C'est encore pire ou pas. Parce que si c'est votre enfant et que vous pouvez le répéter régulièrement, il va s'abreuver de tout ça. Il va s'alimenter de tout ça. Donc les fruits qui vont sortir vont être abreuvés de tout ça. Donc c'est vraiment ce que je pense à faire avec mon enfant. Si vous êtes professeur, si vous travaillez avec des enfants, je pense à
à une personne en particulier, ben, tout le fait que vous donnez tout ça, c'est vraiment important. Et voilà. Et je voudrais juste terminer parce qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et qui regarde mes vidéos dernièrement, donc je voudrais lui faire un petit coucou. Elle se reconnaîtra parce qu'on en a parlé et ça me fait vraiment plaisir qu'elle me regarde. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie. Aidez vos enfants à reprendre le contrôle de votre vie parce qu'un enfant qui apprend à reprendre le contrôle de sa vie est un adulte qui ne le perd pas. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire cette vidéo un peu longue et qui est très très importante pour moi. Donc, mettez-moi un petit bouton j'aime là-dessus pour qu'il y ait d'autres parents qui puissent voir ça. Et puis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!